Bonjour à tous, à toutes et à tous. Nous allons avoir un peu plus de monde qui arrive, mais nous allons commencer cette table ronde et remercier en tout premier lieu l'ensemble de nos intervenants que vous voyez ici en images et en dynamique. Donc, cette table ronde sur l'inclusivité pour introduire cette quinzaine de l'inclusion à l'NCA, et NCA École d'ingénieurs, donc sur Cergy-Pontoise, école en électronique, ce secteur pas tout à fait encore complètement féminisé. Mais nous nous interrogeons sur comment agir pour l'inclusivité, en particulier sur le lieu du travail ce soir. Alors, une quinzaine de l'inclusion, pourquoi la question m'a été posée. Alors, je dirais que je vais faire une réponse assez courte, qui est pour s'ouvrir aux autres. Je vais en rester là sur cette réponse, mais voilà pourquoi une quinzaine de l'inclusion. Et je crois qu'il est inutile de nous rappeler à tous que nous sommes plongés dans une crise sanitaire, mais que celle-ci ne doit pas occulter que nous soyons aussi préoccupés par une urgence climatique, ainsi qu'une urgence devant les violences et les discriminations. Les hashtags, MeToo, Black Lives Matter, mais aussi cette journée du 17 mai qui est dédiée aux personnes LGBT+, nous le rappelle, cette urgence des violences. Donc, nous vivons finalement un temps de transition dans ces années où une des solutions semble être de passer d'un monde du plus vers un monde du mieux. Le mieux concernant aussi bien la qualité dans la conception des produits et des services, nous sommes toujours dans une école d'ingénieurs, donc on y pense souvent, la qualité bien sûr de la consommation, et ce soir on va s'intéresser plus spécifiquement à la question de la qualité de la relation. C'est donc s'engager chacun pour le respect du vivant, de l'environnement et de l'autrui, et c'est sans doute une vraie évolution. Certains diraient même une révolution culturelle que nous vivons. Donc, œuvrer pour l'inclusion, c'est œuvrer pour cette transition qui demande pas mal d'engagement de tous et du concret, des actions. On va parler donc ce soir d'œuvrer pour l'LGBT, pour les phobies par rapport à ces discriminations, les discriminations vers les personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi tous autres types de discrimination que nous aurons à l'esprit, le racisme, discrimination par rapport à la religion, bien sûr par rapport aux femmes, en particulier dans le monde du travail. Alors, 3 remarques d'abord, avant d'introduire nos intervenants. Remarquons que le cadre législatif a bien avancé. Des lois ont été promulguées. Par exemple, je ne vais pas toutes les citer, mais en 2005, la loi en faveur de l'handicap. Et en ce moment même, une proposition de loi est en cours. Je crois qu'elle est passée de l'Assemblée générale nationale, au Sénat, sur accélérer l'égalité économique et professionnelle. On a aussi une information qui semble disponible, notamment grâce aux associations, bien sûr grâce à l'accès, la mise à disposition sur Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et remarquons enfin que l'opinion des Français a bien évolué au cours des 40 dernières années. Je vais en citer une seule statistique parce que je n'aurai pas le temps de le faire les autres, mais étant la journée de la LGBT, 85% des personnes homosexuelles se sentent assez bien intégrées, donc bien ou assez bien, en 2019, alors que ce taux-là était de 24% en 1975. Alors on peut s'en réjouir, évidemment, de toutes ces statistiques que l'on peut trouver positives, et on s'en réjouit. Cependant, la vigilance est de mise, spécialement autour des questions d'ailleurs de l'emploi et du milieu professionnel, et c'est ce cadre-là que nous allons essayer de traiter ce soir. Alors, pour commencer cette table ronde, nous avons ici 5 personnes qui ont des angles d'attaque qui sont assez différentes sur l'inclusion et qui sont complémentaires. Vous verrez d'ailleurs à différents niveaux, je vais dire. Et donc, afin qu'on vous connaisse mieux, je vais vous demander de vous raconter un petit peu, sous l'angle de votre parcours,
vous dire comment vous êtes arrivé à vous agir, hein, à vous être concerné et à vous engager soit professionnellement, soit bénévolement pour l'inclusivité. Et bien sûr, quelle est la raison d'être de votre entité que vous représentez aussi aujourd'hui. Je vais commencer par Sandrine Fouillet, qui est donc directrice RSE, donc responsabilité sociale en entreprise, chez Capgemini. Merci Laurence. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Ravie de pouvoir effectivement partager avec l'ensemble des intervenants avec vous ce soir. Alors effectivement, j'ai rejoint le groupe Capgemini en 2016 et en janvier 2019, j'ai été nommée directrice RSE pour la France. La RSE chez Capgemini, c'est 3 piliers majeurs: la diversité, dont on va reparler beaucoup ce soir bien sûr, mais également l'environnement et l'inclusion numérique. Sous l'angle de la diversité, on va traiter bien évidemment du handicap, de la diversité de genre, mais également de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et de tout ce qui fait nos différences, comme les origines culturelles et sociales aussi, et nos expériences à la fois personnelles et professionnelles finalement. Donc, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Je suis engagée particulièrement sur l'inclusion et la diversité. J'ai co-créé une association en Pays de la Loire, Femmes du Digital Ouest, en 2015, pour favoriser et valoriser les femmes dans la tech en Pays de la Loire, pour qu'il y ait plus de femmes sur ces métiers et dans ces entreprises. Et depuis 6 ans, je suis également ambassadrice bénévole au sein du programme Femmes du numérique du Syntec numérique. Et plus récemment membre du C3D, qui est le collège des directeurs du développement durable. Alors, et très rapidement pour conclure par rapport à notre groupe Capgemini, qui est un groupe français, mondial, international, aujourd'hui, donc depuis plus de 50 ans, et qui a annoncé et adopté sa raison d'être en 2020, qui est libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Donc, vous voyez qu'effectivement, le terme inclusion fait clairement partie de notre ADN, comme nos 7 valeurs aussi le mentionnent depuis le début, et notamment les valeurs de liberté, de solidarité et de confiance sur lesquelles nous nous basons au quotidien dans le cadre de nos activités avec nos collaborateurs. Et je dirais qu'aussi, c'est important le sujet de l'éthique. On a un programme éthique qui a été lancé en 2011 et on a été certifié. Cela fait 9 années de suite que nous sommes certifiés par Ethisphere comme une entreprise des plus éthiques dans le monde. Voilà, donc ça fait partie effectivement de mon ADN et de celui de Capgemini également. Merci Sandrine. Alors maintenant, nous allons aller sur des aspects un peu plus macro avec Anne-Lise Savard. Merci d'intervenir. Donc vous êtes à la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Donc ça s'appelle en plus court la DILCRA. Et vous êtes plus particulièrement chargé de mission de lutte contre la haine anti-LGBT. Et la haine sur Internet, je crois aussi. Tout à fait. Une spécialisation. Donc, présentez-vous. Bonsoir, merci Madame la Directrice, bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, vous avez très bien énoncé le très long nom de la DILCRA, donc je me contenterai d'utiliser l'acronyme. J'y travaille depuis 2019, donc ça fait 2 ans. C'est mon premier poste. Avant, pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai fait un master de recherche en sociologie politique et j'avais écrit mon mémoire de master sur le changement de la mention du sexe à l'état civil des personnes trans. C'était à l'époque de la loi justice du XXIe siècle, donc qui était la première fois que la France légiférait sur ce sujet-là. Je me suis aussi engagée parce que j'avais des personnes LGBT concernées dans ma famille et dans l'association étudiante de Sciences Po, l'association LGBT qui s'appelle Equal. Donc ça m'a permis de faire de belles rencontres qui m'ont confortée, renforcée dans mon envie de travailler sur ce sujet-là.
La DILCRA, c'est donc une délégation interministérielle, comme l'indique son nom, c'est-à-dire une délégation qui est placée sous l'autorité du Premier ministre et qui coordonne l'action publique en la matière, parce que la lutte contre les LGBT-phobies ou le racisme, c'est une politique qui est transversale, donc on travaille avec tous les ministères, le travail, l'éducation, la culture, etc., l'intérieur, beaucoup la justice. Ce rôle de coordination est très important parce qu'il permet de mobiliser tous les acteurs sur ce sujet-là. La DILCRA n'a pas toujours travaillé sur la haine anti-LGBT. À la base, c'était la DILCRA sans le H. Elle était uniquement sur racisme et antisémitisme. Et on a été élargi à cette compétence en 2016 à la suite des attentats d'Orlando. Je ne sais pas si ça éveille des souvenirs pour les personnes qui nous écoutent. C'est un attentat qui a visé une boîte de nuit homosexuelle aux États-Unis, qui a fait 49 morts. Et donc, c'est à la suite de cet attentat que le président de la République a décidé d'élargir au sujet de la haine anti-LGBT. Voilà pour une première introduction. Merci beaucoup. On va passer maintenant du côté associatif. Et donc Agnès Delépine, qui est directrice opérationnelle dans une association qui s'appelle À Talent Égal, et que l'NCA connaît bien puisqu'il y adhère. Et donc, à toi, Agnès, pour nous raconter un peu ton engagement. Merci et bonsoir tout le monde. Alors moi, je suis tombée dans le handicap, entre guillemets, totalement par hasard, j'allais dire. Une opportunité comme ça arrive dans la vie et qu'il faut savoir saisir, puisque j'ai passé, moi, 25 ans dans les ressources humaines d'une entreprise. Un grand groupe de télécommunications dans lequel j'ai été DRH d'une business group et je m'occupais à la fin de ce qu'on appelle le développement des talents et des organisations. Et cette entreprise, Alcatel-Lucent, pour ne pas la nommer, a créé, au moment où j'y étais encore, l'association À Talent Égal, dont je m'occupe maintenant, et qui a pour mission, d'augmenter le nombre d'étudiants en situation de handicap qui accèdent aux études supérieures pour les mener vers des bacs plus 5, de façon à d'abord développer les compétences, développer les potentiels et correspondre aux besoins des entreprises qui recherchent des profils qualifiés. Et quand je dis que je suis tombée un peu par hasard dedans, c'est que je me suis interrompue après 25 ans. J'ai passé 2 ans à m'occuper d'une de mes filles qui était dans un fauteuil roulant, de façon temporaire. Et après, mon ancien employeur m'a proposé de m'occuper de Talent Égal. Et en fait, à ce moment-là, je me suis interrogée et j'ai trouvé que, d'une part, ça correspondait à mes valeurs de prendre en considération les plus fragiles et dans une vie en société, je pense, pouvoir harmonieuse si on se respecte et si on prend en compte nos différences. Et deuxièmement, ça correspondait à mon parcours professionnel finalement, parce que j'ai trouvé que ça continuait à s'attacher au développement des compétences, au développement des potentiels, de façon à arriver à des insertions professionnelles qui sont ambitieuses, réalistes et opérationnelles. C'est-à-dire qu'on sait bien que tout le monde ne peut pas accéder à tout un tas de postes, mais il y a aussi énormément d'autocensure dans le handicap. Il y a aussi beaucoup de freins dans les entreprises, mais il y a aussi beaucoup de leviers. Et le fait que je connaisse bien le monde de l'entreprise, ça avait du sens de pouvoir accompagner ces étudiants en situation de handicap pendant la durée de leurs études supérieures et jusqu'à l'insertion professionnelle, c'est-à-dire que on les lâche, entre guillemets, à l'issue d'une période d'essai validée. Et pour cela, il y a au-delà d'Alcatel-Lucent, qui est maintenant devenu Nokia, il y a cinq grands groupes industriels qui travaillent avec nous. Ce sont le groupe Safran, le groupe S2I, le groupe Dassault Systèmes et le groupe General Electric Healthcare. Elles ont toutes en commun, ces entreprises, qu'elles recherchent des candidats ayant encore une fois des profils qualifiés. Et on se rend compte que dans le monde du handicap, il y a beaucoup d'autocensure liée soit par rapport aux étudiants eux-mêmes, aux lycéens, soit par rapport aux parents, soit aussi par des méconnaissances
des adaptations possibles, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans l'entreprise, mais qu'il y a des potentiels derrière cela. Et je suis très heureuse de voir que dans le nombre d'étudiants qu'on en suit maintenant depuis 10 ans, il y a 48% d'étudiants qui ont été au-delà des formations initialement qu'elles avaient prévues. C'est-à-dire qu'au départ, elles avaient plutôt choisi des filières courtes, des bac+2 ou des bac+3. Et bien, 48% ont été au-delà, vers des bac+5, voire bac+8. Et ça fait partie, je pense que notre but, une fois, c'est d'avoir une insertion professionnelle réussie. Ça veut dire des gens épanouis dans leur travail et des entreprises en capacité de les accueillir. C'est pour ça que, au risque peut-être de choquer, je pense que la notion de quota peut avoir ses limites. Elle est très bien utile et nécessaire, et on l'a vu sur les précédents emplois, que c'est comme ça qu'on agit. Mais si on ne prend en compte que la partie chiffre et non pas la partie qualitative, on en oublie le fait de est-ce qu'on a en face, derrière, des personnes qui sont épanouies dans leur job et en situation de pouvoir tenir leur job, et donc des entreprises accueillantes aussi. Et donc le qualitatif est aussi important si on veut une insertion professionnelle réussie dans la durée. Voilà, je m'arrête là. Merci Agnès, et bravo pour ce que vous faites. On est concerné donc directement, parce que ces jeunes sont aussi sont dans l'enseignement supérieur avant d'aller dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, vous savez tous que c'est la journée mondiale contre les LGTB-phobies. Donc Charles-François, c'est votre journée. Charles-François donc Péronne, puisque vous œuvrez, vous, comme secrétaire général de l'Autre Cercle, qui est une association qui est engagée sur la cause LGBT+. Alors effectivement, donc je m'appelle Charles-François Péronne, je suis le secrétaire général de l'Autre Cercle Île-de-France. Et donc, qu'est-ce que l'Autre Cercle? Donc c'est l'association de référence en France qui œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT+ au travail. Alors c'est quoi notre raison d'être? C'est d'agir pour un monde professionnel qui est épanouissant, inclusif et respectueux des personnes dans toute leur diversité, quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de genre. Je peux vous dire que c'est une association qui a 23 ans d'existence, plus de 400 adhérents et adhérentes, qui sont répartis dans 13 associations locales, un peu de partout en France. Et on fédère aujourd'hui 160 employeurs privés et publics qui s'engagent à créer un environnement de travail qui est bienveillant et inclusif auprès de plus d'1,3 million de salariés en France. Et je reviendrai du coup dans la troisième partie de cette table ronde sur comment du coup ces employeurs s'engagent. Et donc pourquoi je me suis engagé à l'Autre Cercle. C'était très personnel. Ça a démarré en fait déjà en 2013 avec la Manif pour tous que j'ai trouvé du coup d'une violence inouïe, où j'ai pu entendre des slogans, voir des banderoles qui m'ont assez touché et meurtri, comme des banderoles qui disaient la France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels. Et je me suis dit tiens, moi je fais partie de la société comme tout le monde. Je travaille comme tout le monde, je m'investis et je paye mes impôts comme tout le monde. Et pourquoi du coup on me rejetterait, et pourquoi on me refuserait aussi un droit au bonheur, par exemple, le droit d'exister. Et donc j'ai commencé à me dire voilà, j'aimerais bien commencer à m'investir dans une association qui porte ces valeurs-là d'inclusion. Et alors ça a mis un peu de temps parce que du coup j'ai rejoint l'Autre Cercle en 2017, pardon. Donc ça a eu le temps du coup de bien mûrir dans mon esprit. J'avais aussi besoin d'être accompagné, moi, dans le monde du travail, à me sentir plus en confiance, à être moi-même au travail. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'Autre Cercle concrètement, et j'en suis devenu ensuite le secrétaire général au niveau Île-de-France et aussi administrateur au niveau de la fédération de l'Autre Cercle. Merci. Merci à vous tous pour ces témoignages aussi d'engagement. Alors, on a avec nous un 5e intervenant, c'est Yes donc Deradji, qui est étudiant NCA
Donc il est là un peu pour être le témoin de notre jeunesse, qui représente donc nos étudiants. Lies, je te laisse te présenter. Oui, d'accord. Donc, bonjour. Du coup, je me présente, je m'appelle Les Badji, je suis en première année à l'LCA. Donc, si je suis là, c'est pour un peu vous donner le ressenti qu'on a, nous, en tant qu'élèves à l'LCA, ou juste en tant qu'élève supérieur, parce que ça fait bientôt 3 ans que je suis dans les études supérieures. Donc, moi, j'ai grandi dans le 93, donc j'étais vraiment au milieu de la diversité. Enfin, j'avais un peu de tout autour de moi, enfin, que ce soit la diversité ethnique, au niveau identité de genre, au niveau identité sexuelle, enfin, il y avait un peu de tout autour de moi. J'ai grandi bercé un peu là-dedans. Donc, pour moi, c'est pas un sujet tabou et je suis content qu'on puisse l'aborder ici devant tout le monde. Donc, j'ai fait une petite vidéo la semaine dernière que j'ai mise sur le groupe de promo et j'ai eu quelques retours d'étudiants qui ont posé certaines questions sur l'inclusivité. Donc, on pourra y revenir en temps voulu. Voilà. Alors, merci, Lies. Alors, on va donc commencer un peu plus aborder le thème un peu plus en profondeur. Et en particulier, donc nos étudiants en particulier sont assez soucieux de leur entrée dans le monde du travail. Et je suppose aussi ceux qui y sont. Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur comment les discriminations s'expriment encore et toujours, particulièrement sur ce monde du travail, alors que les statistiques sont plutôt quand même favorables, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait plutôt le cadre juridique est là, les droits on les connaît, l'opinion publique est bien avertie, l'information semble disponible. Lies me disait qu'il n'avait jamais eu de problème pour s'informer, donc dans ces générations. Et pourtant, est-ce qu'il n'y a pas un décalage encore sur tout ce que l'on peut lire dans les statistiques, j'ai envie de dire, et puis le terrain, là où on travaille. Alors, je ne sais pas si on peut commencer peut-être par Sandrine, tu veux intervenir? Oui, tout à fait. On peut évoquer ce sujet. Moi, quand j'ai pris mon rôle chez Capgemini en tant que directrice RSE pour la France, donc en janvier 2019, je vous ai parlé des missions effectivement qu'on avait dans ce cadre de la diversité. Alors bien évidemment le sujet du genre et donc le sujet de l'égalité femmes-hommes était adressé depuis longtemps. On a un programme au manettes Capgemini qui a été créé en 2012 avec beaucoup d'actions pour acculturer les jeunes femmes, pour les recruter aussi, pour féminiser notre filière IT. Sur le handicap également, on intervient depuis très longtemps maintenant en partenariat avec les partenaires sociaux, avec de nombreux accords qui se sont succédés pour donner effectivement, permettre le recrutement et l'intégration et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, ce qu'évoquait Agnès, effectivement, on le vit tous les jours et combien effectivement il est important de favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap. Quand bien même c'est une obligation réglementaire légale, mais qu'il faut aller au-delà parce que c'est un enjeu sociétal comme le sont les autres sujets. Et je me suis étonnée par contre que le sujet LGBT+ n'était pas encore pris. Tout au moins en France. Et quand j'ai un peu posé la question autour de moi, j'avais connu d'autres entreprises avant, donc je m'en étonnais un petit peu. On me disait c'est un sujet finalement de domaine privé. Il y a un principe de neutralité de l'entreprise qui peut faire qu'aujourd'hui on ne prend pas ce sujet. Voilà, ça c'est la réponse un petit peu classique qu'on peut entendre dans les entreprises et je préfère effectivement aller au-devant des questions sur ce sujet parce que malheureusement c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises ne vont pas prendre le sujet à cœur et en 2021 encore cette année les personnes LGBT+ ne se sentent pas encore à l'aise pour être elles-mêmes dans l'entreprise. Et c'est pour cette raison-là qu'on voit apparaître des réseaux internes aux entreprises LGBT+, y compris chez Capgemini. Et nous, ce qui nous a porté, ce qu'on partageait ensemble, Laurence, en préparant la table ronde, c'est que dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, ou l'Angleterre, la culture est différente et du coup, ce sujet-là ne se pose pas du tout de la même façon. Et donc, c'est grâce effectivement au fait que
nous sommes un groupe, une entreprise française, mais qu'on est implanté internationalement, qu'on a pu bénéficier de ces bonnes pratiques, qu'on n'est pas parti de zéro. On avait vraiment fortement capitalisé sur le rôle de nos collègues à l'étranger, puisque notre réseau donc LGBT+ s'appelle Outfront France, donc Outfront. Et donc, il existait depuis 13 ans, 14 ans maintenant aux États-Unis, et il opère aujourd'hui dans plus de 15 pays. Donc, ça s'est développé au fil du temps, et donc, voilà, ça a été un vrai lancement attendu par les collaborateurs qu'on a eu le plaisir de lancer en juin 2020, donc l'année dernière, en pleine situation de crise sanitaire, comme quoi on peut connaître des crises et il ne faut pas s'écarter de ces sujets, de ces priorités, parce qu'il s'agit effectivement du bien-être de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Et c'est aussi important de pouvoir ouvrir la voie à d'autres pays, puisqu'une fois que la France aussi a lancé son réseau LGBT+ interne en France en juin, l'Espagne a lancé chez nous aussi son réseau. Donc ça fait aussi boule de neige, beaucoup plus de pays s'engagent vers cette voie et ça libère, je dirais, la parole. C'est ce que vous évoquiez aussi au début, hein, les mouvements MeToo, entre autres, qui permet effectivement de se dire que non, c'est pas un sujet d'ordre privé et que nos collaborateurs ont besoin de pouvoir parler librement de leur week-end et qu'on ne doit pas préjuger que parce que c'est une femme, ils ont un mari, ou parce que c'est un homme, ils ont une conjointe, mais qu'on peut avoir effectivement des personnes ou pas forcément des enfants. Voilà, donc c'est important d'ouvrir la voie effectivement à cela, et tant que les entreprises ne se positionnent pas comme étant inclusives, notamment aussi sur le sujet LGBT+, les collaborateurs sont en droit, malheureusement, de douter du fait que, malheureusement, ce ne soit pas un environnement de travail inclusif. Et donc, c'est pour cette raison que pour terminer effectivement sur le sujet, on a lancé notre réseau, on mène des actions de sensibilisation en interne pour montrer à quel point ça touche nos collaborateurs, de dire aussi que c'est important au niveau des droits, de pouvoir conférer les mêmes droits à des familles homoparentales, par exemple, que d'autres familles. Donc, c'est aussi ce qu'on a travaillé là au cours de l'année dernière dans le cadre de notre accord égalité-parentalité, ouvrant de nouveaux droits pour les familles homoparentales. Notamment, on a parlé beaucoup du congé paternité. Je préfère l'appeler le congé second parent. On peut l'appeler des deux façons, d'ailleurs, paternité et second parent, parce que je pense que c'est important aussi de montrer que dans ce cadre-là, c'est pas un sujet d'ordre privé, c'est un sujet qui nous touche et qui peut priver de droits des personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Donc voilà, c'est des actions de sensibilisation, beaucoup, il en faut, vraiment, pour, si je peux me permettre, vulgariser le sujet, et pour qu'un jour ça devienne un non-sujet. Mais encore aujourd'hui, effectivement, il faut vraiment être acteur de cela, et on ne peut pas se positionner en tant qu'acteur responsable, en tant que leader responsable sur la RSE si on ne prend pas ce sujet en compte, comme on a pu le prendre par le passé sur, je n'aime pas le terme de minorité non plus, puis en plus ça s'applique pas du tout aux femmes, j'allais le dire pour les femmes, en tout cas dans le milieu IT, pour les personnes en situation de handicap et pour des personnes d'origine sociale, culturelle différentes. Il faut effectivement avancer, ouvrir la voie et permettre à chacun d'être accueilli, et de savoir qu'effectivement, c'est aussi un critère d'ailleurs de choix, de talent. Donc on le fait pas pour comment dire, d'un point de vue marketing, communication, c'est clairement pas ça. Quand on va beaucoup plus loin comme on l'a fait, c'est vraiment parce qu'on est une entreprise inclusive et parce que on souhaite montrer à tout un chacun qu'il a sa place dans l'entreprise, quelle que soit effectivement son identité, son genre ou son handicap, quel que soit effectivement ce qu'il a. Donc voilà quelques éléments. Oui, je vais rebondir là-dessus et c'est la parole à Charles François. Vous m'avez parlé pas mal de l'invisibilité des personnes, à ce besoin de sécurité. Peut-être vous pouvez abonder. Exactement. Donc, en fait, dans la question qui était comment s'expriment aujourd'hui les discriminations sur le lieu de travail, et notamment du coup sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, à l'autre cercle, nous avons mené une étude en 2020 sur l'inclusion des personnes LGBT+ au travail, en partenariat avec l'IFOP, et plus de 18 000 personnes ont été interrogées. Et donc, on a du coup récupéré des chiffres qui étaient assez édifiants. Donc, par exemple, on a une personne LGBT+ sur 4 qui dit avoir été victime d'au moins une agression LGBT-phobe sur son lieu de travail.
Donc, ça peut être des moqueries, des propos vexants, des insultes, une mise à l'écart des autres salariés, des menaces, voire même des violences physiques. Nous avons aussi, du coup, 41% des employés qui entendent régulièrement des expressions LGBT-phobes sur leur lieu de travail, comme enculé, PD, ce n'est pas un boulot de PD, Gwyn. Et ce qui nous mène du coup au dernier chiffre que je voulais vous évoquer sur la partie visibilité, c'est que une personne, du coup, sur deux, est visible au travail. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, sur un groupe de 100 000 salariés, si on reprend les statistiques de 5 à 7% de personnes LGBT+, on va avoir entre 2000 à 4000 personnes qui se cachent au travail. Et donc, se cacher au travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas être soi-même, c'est être mal à l'aise quand, par exemple, on est à la machine à café, à la cantine, lors d'un after work, et c'est avoir peur qu'un de nos collègues veuille en savoir plus, du coup, sur notre vie privée. Et donc, savoir ce qu'on a fait, par exemple, lors de notre dernier week-end, et qu'on va peut-être avoir peur d'en parler, de dire qu'on l'a passé avec son partenaire de même sexe, par exemple. Ça va être aussi peut-être s'inventer une vie ou être évasif et fuir potentiellement plus tard ce genre de discussion-là, et au final peut-être ne plus assister aux after-work, peut-être manger tout seul, ça va être dans des cas extrêmes. Et donc on sait très bien dans le milieu professionnel, une personne qui parle jamais de sa vie privée, voilà, qui est un peu à l'écart, c'est la personne qui est un peu bizarre, on n'a pas forcément envie de l'inclure dans son groupe de collègues. Et donc voilà, c'est aussi du coup des questions que des futurs diplômés peuvent se poser dès l'école, dès les études, où ils vont peut-être se dire voilà, est-ce que je peux être moi-même au travail dès le début de ma carrière, quand j'accède du coup à un CDI en entreprise, est-ce que ça va pas me porter préjudice dans l'évolution de ma carrière? C'est aussi, comme le disait Sandrine, c'est aussi se cacher, c'est ne pas accéder du coup à des droits de congé. Par exemple, si on se marie avec une personne de même sexe, peut-être qu'on va pas le dire à son employeur et pas accéder à ses droits. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui, du coup, d'être invisible au travail. Et c'est vrai que moi, personnellement, pour l'avoir vécu, donc au début de ma carrière, j'étais complètement invisible, je n'en parlais pas du tout à mes collègues. Et c'est vrai que je pense que ça n'a pas favorisé mon inclusion dans mon équipe au travail. Et dernièrement, du coup, j'ai connu un environnement de travail où j'ai pu être complètement moi-même et visible, parce que du coup, j'étais plus en confiance pour le dire. J'avais déjà intégré l'autre cercle, et c'était le jour et la nuit de pouvoir du coup évoluer dans une équipe et ne pas avoir peur de ce qu'on va dire, de qui on est. Et c'est du coup de l'énergie que je vais pouvoir mettre du coup dans mon travail, et d'énergie que je vais pas mettre à me cacher, par exemple. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Lies, tu avais une question aussi dans ce sens? Moi j'ai une question, c'est plus c'est une question qui a été posée par un élève du coup, mais c'était pas du point de vue de se faire discriminer, mais plus dans la peur de discriminer autrui. Donc cette personne me posait la question, elle me demandait comment faire pour être inclusif quand on ne connaît pas les besoins d'autrui, on sait pas, quand on n'a pas l'information sur autrui, et parce que tout n'est pas visible. On peut pas voir une personne, on peut pas voir son identité de genre, ses handicaps, on peut pas directement reconnaître ses origines. Et du coup, cette personne me demandait comment être inclusif dans cette situation où on ne connaît rien. Demander, ça peut poser problème, parce que cette personne peut se braquer, on ne sait pas, on ne connaît pas la personne. Du coup, dans cette situation, comment agir? Agnès, vas-y, vous voulez répondre? Oui, merci pour cette question, parce que c'est un des points clés, me semble-t-il, de la prise en compte du handicap, dans ce que je connais, mais je pense que ça concerne d'autres situations. Un des freins, une des craintes, c'est comme dans tout sujet, quand on ignore, quand on ne connaît pas, on a peur de la différence. Et en matière de handicap,
on ne connaît pas tous les handicaps, tous les incidents, les conséquences que ça peut avoir, et la crainte que l'on a, ça peut être des conséquences sur la performance, ça peut être est-ce qu'il va être capable de tenir son poste, etc., etc. Et une des choses qui me paraît essentielle, encore une fois, en matière de handicap, d'ailleurs, on parle de situation, on parle maintenant de personnes en situation de handicap depuis la loi 2005. On ne parle pas de personnes handicapées. Et pourquoi est-ce que la loi a fait cette différence? C'est parce que on peut agir sur l'environnement, ça ne gommera pas le handicap, mais ça donne à la personne la capacité de tenir son poste et de travailler dans un environnement entre guillemets normal. Et donc on agit sur l'environnement, et c'est pour ça que maintenant on parle de personnes en situation de handicap et non pas de personnes handicapées. Une des choses qui me paraît importante, c'est d'agir sur effectivement l'information auprès des collaborateurs, la formation et la sensibilisation. Et que et le troisième point, c'est que on ne peut pas décider pour autrui ce dont il a besoin. C'est-à-dire que en matière de handicap, c'est à la personne qu'il faut s'adresser pour essayer de connaître ses besoins. C'est aussi à la personne d'exprimer son besoin. 80% des handicaps sont invisibles, il faut le savoir. Hein. Quand on pense handicap, on a l'impression de penser canne blanche, fauteuil roulant. C'est pas le cas du tout. 80% des handicaps sont invisibles. Donc, si une personne en situation de handicap n'ose pas exprimer son besoin, on ne peut pas le deviner. Et l'entreprise ne peut pas le deviner. Et l'entreprise, du coup, ne peut pas mettre en place les adaptations nécessaires à la bonne tenue de son poste. Donc, c'est extrêmement important de sensibiliser pour que les personnes se sentent accueillies et puissent exprimer leurs besoins. Et l'autre chose, c'est qu'il faut faire très attention parce que derrière un même handicap, il ne va pas y avoir besoin de la même solution. Et qu'on peut avoir tendance à penser pour l'autre en disant « Oh, ça c'est un malentendant, il va avoir besoin de ça. Un fauteuil roulant, il va avoir besoin de ça. » C'est pas aussi simple que ça. Chaque cas est unique et en termes d'adaptation, ils n'ont pas les mêmes besoins parce qu'ils n'ont pas leur parcours, leur histoire, en fonction de est-ce qu'ils sont nés avec ce handicap ou est-ce que c'est lié à un accident de la vie, etc. Ils ont pu établir des compensations, ce qu'on appelle quand on compense une faiblesse, un handicap, on peut vivre finalement très bien avec. Il y en a qui vivent avec et il y en a qui, au contraire, ont besoin d'adaptation. Et donc, c'est très important de ne pas penser à la place des autres et de pouvoir laisser la libre parole et l'expression. Et c'est ça qui me semble important dans l'inclusion en général, c'est que je trouve que établir un environnement où on sait qu'en parlant, on ne va pas être jugé, eh ben, c'est permettre de travailler sur effectivement l'environnement, les adaptations, etc. Ne pas être jugé, ça ne veut pas dire être d'accord avec l'autre. Ça veut dire le respecter dans ce qu'il est. Ça ne veut pas dire adhérer à ses idées, à ses convictions ou je ne sais quoi. J'ai le droit de penser, j'ai mes croyances, j'ai mes valeurs, etc. Mais je te respecte dans ta différence. C'est ça la société dans laquelle on vit. Sinon, on fait de nous des clones et à penser tout le monde la même chose, etc. C'est pas possible. Et donc, comment prendre en compte cela dans l'entreprise et dans les écoles, hein, dans l'enseignement supérieur, c'est laisser une parole qui puisse être exprimée sans peur d'être jugée. Merci pour cette belle phrase. Anne-Lise, vous êtes à la DILCRA, vous êtes dans vous avez des actions, des leviers en fait, hein, pour essayer de créer une dynamique positive. Peut-être on peut donc en parler maintenant. Oui, alors le principal outil de la DILCRA, et ça fait un peu administration, mais il faut bien réfléchir aux politiques publiques, c'est le plan national d'action, donc qui est sur 3 ans et donc qui va prévoir toutes les mesures qu'on va mettre en œuvre sur 3 ans, sur tout un tas de domaines. Et là, le plan qui est sorti en octobre 2020 pour les sujets LGBT est organisé en 9 priorités. La 7e est exclusivement consacrée au travail.
Le premier levier, je dirais que c'est le fait qu'on travaille en partenariat, et d'ailleurs l'un des partenaires ici, puisque l'autre cercle est une association avec laquelle nous travaillons extrêmement bien. Partenariat avec les associations qui nous font remonter les difficultés de terrain, qui agissent au quotidien, qui nous rappellent nos obligations aussi parfois, qui nous secouent un petit peu, et aussi les administrations, les différents ministères, puisqu'évidemment la DILCRA, avec ses petits bras, parce que nous sommes une équipe de 10 personnes, ne peut pas mener toute la politique, donc l'idée est que les ministères portent les mesures d'eux-mêmes. La deuxième chose, et on essaie de travailler là-dessus, c'est de mieux évaluer ce qu'on fait. On a une évaluation de l'application de nos plans par la CNCDH, donc qui est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est une autorité indépendante. Mais là, on a ajouté en plus dans le nouveau plan un comité de suivi qui se réunit 2 fois par an, qui permet d'avoir une instance de dialogue direct entre les administrations et les associations, et des indicateurs quantitatifs. Et je pense que c'est une première étape, mais qu'on continuera à améliorer cette évaluation. Et la dernière chose, c'est de bien territorialiser, parce que là, on parle de Paris, de la région parisienne, mais notre objectif, c'est de toucher tout le monde, y compris dans les zones rurales, dans les outre-mer, etc. Peut-être pour vous parler d'actions phares qui sont sorties aujourd'hui en cette belle journée du 17 mai, 2 choses sur lesquelles je souhaiterais attirer votre attention. D'abord, la campagne de communication de Santé publique France qui est sortie aujourd'hui, dont le titre est « Face à l'intolérance, faisons la différence ». Donc, je pense qu'on pourra reparler du rôle des alliés. Donc, il y a un spot, je pourrais vous mettre le lien dans la discussion, il y aura des affiches également. C'est vraiment un signe fort de l'État, à la fois en direction des citoyens et citoyennes LGBT, mais aussi de leur entourage qui peuvent être un soutien. Et la deuxième chose, comme on parle quand même ici aux étudiants de l'ENSAE pour la mobilisation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il a réactualisé un guide qui datait de 2015 et qui ne traitait que de l'homophobie, pour y inclure les questions de biphobie et de transphobie. Et donc ce guide a été publié aujourd'hui et donne vraiment des indications très claires et adaptées au milieu de l'enseignement supérieur sur ces sujets, et comment faire et que faire. Ce qui permet aussi de répondre à la question de Lies, comment être un bon acteur de l'inclusion, c'est aussi prendre conscience parfois qu'on ne sait pas, et donc aller chercher les outils pour répondre à ces questions sans forcément solliciter toujours les personnes concernées qui n'ont pas tout le temps envie de faire de la pédagogie sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Donc voilà, ça me paraît être un outil pertinent pour le public qui est là aujourd'hui. Alors, cher François, aussi, vous avez des actions assez importantes avec les chartes. Exactement. Donc, nous, notre action phare à l'autre cercle, c'est de susciter l'engagement des employeurs à mettre en place un environnement de travail bienveillant et inclusif pour que un employé, enfin un collaborateur, une collaboratrice qui souhaiterait faire son coming out au travail puisse le faire en toute sécurité. C'est pas une obligation. C'est un cheminement personnel, mais si une personne a envie d'être elle-même au travail, il faut que l'employeur garantisse qu'elle pourra le faire dans de bonnes conditions, en toute sécurité, en toute confiance. Donc, il faut que l'employeur prenne des engagements forts. Donc, pour ce faire, nous faisons signer du coup dans ce qu'on appelle la charte d'engagement LGBT+ de l'autre cercle aux employeurs. Et donc aujourd'hui, on a 160 employeurs qui ont signé notre charte et qui s'engagent donc à mener des actions en interne. Donc on a des entreprises comme AXA, Allianz, Orange, Capgemini aussi qui ont signé du coup notre charte. Donc les actions, ça peut être juste rappeler que l'entreprise ou l'organisation a une politique de tolérance zéro sur les discriminations, mettre en œuvre un système de remontée des discriminations. Ça va être former, sensibiliser en interne, juste en parler. Et du coup, ce qui est très important aussi, c'est que nous, notre charte, on l'a fait signer vraiment au plus haut niveau de l'organisation. Donc c'est le ou la PDG de l'organisation qui va signer la charte. Donc c'est un message fort qui est envoyé à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l'entreprise en ce sens.
Ensuite, nous, à l'autre cercle aussi, nous menons des actions de formation et de sensibilisation auprès des organisations qui le souhaitent. Nous faisons également émerger ce qu'on appelle des rôles modèles LGBT+, et des alliés. Donc des rôles modèles LGBT+, c'est des personnes qui œuvrent, et des alliés aussi, qui œuvrent pour l'inclusion des personnes LGBT+, au travail. Donc un rôle modèle, ça va être une personne qui est elle-même LGBT+, et qui est visible au travail, et qui montre l'exemple, et qui va dire, voilà, je suis LGBT+, et je peux réussir au travail, je peux être visible et réussir au travail. C'est un message qui est hyper important, notamment pour les collaborateurs et collaboratrices LGBT+, qui seraient en hésitation pour faire leur coming out au travail, et aussi pour les futures collaboratrices et collaborateurs qui voudraient rejoindre aussi une organisation. Et donc, les rôles modèles LGBT+, et les alliés, c'est des personnes qu'on va valoriser au sein de l'organisation, et des personnes qui vont aussi envoyer un signal fort à leurs collègues. Donc voilà ce que je peux vous dire un peu sur nos actions phares. Merci. Alors, Lies, est-ce que tu as une autre question? Alors oui, enfin là c'est plus un témoignage qu'une question. Donc là j'ai un témoignage d'une élève qui est en école d'ingénieur, donc qui est à l'NCA et qui est en première année, qui est passée par une classe prépa, donc ça fait un bout de temps qu'elle est dans le cercle, quoi. Et elle a exprimé un malaise qu'elle avait parce qu'elle se sent un peu oppressée parce qu'elle est dans une société dans un environnement qui est très masculin. Parce que quand on regarde en école d'ingénieur, le taux de femmes c'est 25%. En prépa, c'est même peut-être, c'est équivalent. Enfin, ça dépend des prépas et des fois c'est même inférieur. Et du coup, cette personne, je sais pas comment agir. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation? Comment on pourrait améliorer la situation de ces femmes qui se sentent un peu oppressées par cet entourage fortement masculin, du coup? Et quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, nous, de notre côté? Je ne sais pas si quelqu'un veut essayer de répondre. Moi, je veux bien prendre une minute pour répondre. C'est très intéressant, effectivement, cette question, parce que à la fois, ça peut être la problématique, effectivement, donc du genre, donc une femme dans une société majoritairement masculine. Vous évoquiez, Eliès, effectivement, 25% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, c'est peut-être même moins pour certaines. Et chez nous, à Capgemini en France, on a 27,5% de femmes dans nos équipes, donc évidemment majorité d'hommes. La problématique, c'est effectivement la notion de rôle modèle. On l'a évoqué, Charles-François en a parlé pour LGBT. C'est le cas aussi pour les femmes. Rôle modèle dans leur métier, dans leurs équipes, mais aussi dans le top management. Donc ça, c'est important. On a progressé et on a encore du chemin à faire. Et je personnellement, mais là, je n'engage que moi dans ce que je dis, dans ce que je vais dire, c'est effectivement le rôle des quotas. Je pense qu'on peut tous se dire que ça peut faire progresser les choses, effectivement, et ça permettra de prendre conscience qu'il y a des candidatures féminines à explorer et pour faire en sorte qu'effectivement, au plus haut niveau du management, on ait de plus en plus de femmes. Parce qu'aujourd'hui, si dans le bas de pyramide, vous ne recrutez pas suffisamment de jeunes talents féminins, malheureusement, vous allez avoir du mal à faire progresser le haut de pyramide. Donc, il faut augmenter effectivement le nombre de femmes qui vont dans les écoles. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a d'ailleurs des actions pour acculturer les jeunes femmes très tôt et même dans les collèges. Hein, donc, au niveau où l'orientation se fait davantage vers les métiers, notamment du numérique, d'intervenir auprès de classes qui vont être là grosso modo à peu près mixte, donc 50% de jeunes filles, 50% de jeunes garçons, et on va leur permettre de connaître ces métiers qui sont en plus des métiers d'avenir où on recrute et on a besoin effectivement de talents, donc de leur permettre effectivement s'ils n'ont pas les réseaux ou la famille et les connaissances qui leur permettent d'aller vers des formations, de mieux les connaître et ensuite de rejoindre des entreprises effectivement comme Capgemini ou bien d'autres qui recrutent dans ce secteur. Donc voilà, amener plus de femmes vers ces métiers, ce qui permettra effectivement de progresser sur le pourcentage de femmes dans nos équipes. Et puis après, de représentation en interne. On a mis en place un trophée qui s'appelle le Trophée des Dames de Pique. C'est une initiative de collaborateurs et de collaboratrices de Bordeaux
de Capgemini qui ont eu cette idée-là pour valoriser nos talents féminins et faire en sorte qu'elles soient visibles. Donc, il y a 3 trophées, femmes engagées, femmes d'audace et femmes jeunes pépites, donc et qui candidatent ou de leurs collègues ou managers proposent leur candidature. Et donc après, effectivement, par rapport à leur proposition, de leur engagement et de leurs résultats, eh bien, effectivement, elles gagnent un trophée qui est mis en visibilité autant en interne qu'en externe, et ce qui permet aussi une reconnaissance assez important aussi dans la progression professionnelle des talents. Et donc, je vais faire le lien aussi avec le sujet qui nous occupe aussi ce 17 mai, c'est LGBT+. Donc, avec, on a pris le sujet des femmes, c'est ce que vous disiez, les femmes lesbiennes, par exemple, qui vont malheureusement peut-être avoir cette double peine, c'est le sujet de l'intersectionnalité, d'être à la fois une femme en minorité et en même temps d'être lesbienne, donc de ne pas forcément être visible aussi. Et c'est bien la problématique d'ailleurs. L'autre cercle a fait d'ailleurs récemment un bel événement sur le sujet. Et donc voilà, c'est la vraie problématique de rôle modèle et de mise en visibilité et de ne pas subir cette intersectionnalité, c'est-à-dire effectivement la problématique d'être femme, donc en minorité dans une entreprise, et d'être lesbienne, pareil, sans avoir forcément aussi fait son coming out. On en a parlé aussi tout à l'heure. Et on en parlait pour le handicap, ce que disait Agnès, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Quand on est une femme, évidemment, ça se voit. Quand on a une couleur de peau différente, bien sûr, ça se voit aussi. Quand on est lesbienne ou quand on est homosexuel, ça ne se voit pas. Donc, on peut faire son coming out ou pas. Et ce qui est important aussi, c'est les problématiques liées à l'outing. Donc, c'est les personnes qui ne font pas elles-mêmes leur coming out et qui, effectivement, malheureusement, subissent des problématiques par rapport à leurs collègues qui vont le faire à leur place, et donc d'avoir cet espace de liberté où les gens vont pouvoir effectivement le dire ou pas. Et donc tout ça pour conclure sur cette idée que ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, de l'écoute, de ne pas juger, et donc de l'importance des sensibilisations, des formations, pour montrer à quel point ça peut bloquer des personnes dans leur vie professionnelle et aussi dans leur trajectoire professionnelle, vers des postes à des plus hauts niveaux. Donc, c'est important qu'il y ait des rôles modèles aussi de personnes qui soient soit LGBT+, elles-mêmes, soit alliées, et qui puissent dire, voilà, en l'occurrence, je suis à telle responsabilité, je suis un homme, mon conjoint, j'ai un mari, ou effectivement, je suis allié et je suis pour l'inclusion des personnes LGBT+, et ce, quel que soit les niveaux de l'entreprise. Donc, c'est à la fois je vais reprendre une terminologie anglaise, mais du top-down, c'est-à-dire le top management qui s'engage sur le sujet et qui applique un principe de tolérance zéro. On est effectivement nous-mêmes signataires de la charte de l'autre cercle depuis décembre 2020, donc 11e entreprise du CAC 40 à être signataire, et on espère bien voilà, que beaucoup d'autres vont nous rejoindre. Et c'était aussi le cas de cette tribune qui a été lancée aujourd'hui, mais je pense que Charles-François va probablement en reparler. Et effectivement, quand c'est pris au plus haut niveau, ça a été le cas puisque c'est notre CEO Aiman Ezzat, donc le président du groupe Capgemini, qui a été signataire de cette tribune. C'est très important le message qu'il envoie à l'ensemble des collaborateurs et aussi de ses homologues dans d'autres entreprises. Effectivement, aujourd'hui, il y a une tribune qui a été publiée où 70 employeurs, du coup, ont rappelé leurs engagements et pourquoi, du coup, c'est important d'inclure tout le monde dans une organisation, peu importe leur orientation sexuelle ou identité de genre. Après, et surtout, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ont envoyé un message à l'ensemble du coup de leurs collaboratrices et collaborateurs, j'en ai vu quelques-uns, rappelant en cette journée du 17 mai les enjeux de l'inclusion des personnes LGBT+ au travail, réexprimant la tolérance zéro de l'employeur sur ce sujet-là, et surtout en rappelant du coup à l'ensemble de leurs salariés la procédure interne en cas de discrimination. Voilà, est-ce que vous pouvez contacter vos RH, vos N+1. J'ai même vu du coup un formulaire en ligne d'une entreprise où on peut du coup remonter une discrimination si on en est témoin ou victime. Voilà, c'est hyper important d'en parler, de libérer la parole et surtout de rappeler à l'ensemble des collaborateurs sa politique et de leur faire sentir qu'ils sont dans un environnement protégé.
Merci. On a eu une question il y a des questions qui passent en effet. Sur le télétravail, alors j'allais poser la question à Agnès en particulier. Est-ce que le télétravail a eu un effet? C'est une question d'actualité. Qu'en est-il? C'était très intéressant dans le suivi. Nous, on a un suivi très individualisé des étudiants que l'on suit, de voir la différence la façon dont ça a été vécu. Paradoxalement, il y en a un certain nombre pour qui ça a été une libération, ce télétravail, parce que fatigabilité en moins dans les transports en commun, parce que interaction sociale limitée, et il y a un handicap qui révèle des interactions sociales qui peuvent être un peu compliquées, et donc des personnes qui finalement se sont retrouvées en étant plus concentrées et moins fatiguées. À l'inverse, comme beaucoup d'autres, il y en a qui ont souffert du manque de relations, etc. Donc, on voit bien que sur ce sujet du handicap, ça a été très, très varié, la façon dont ça a été pris et vécu, ce télétravail. D'autres, sur le handicap, donc ça paraît en effet avoir eu quand même un impact. C'est le cas sur d'autres discriminations. Est-ce que finalement, on l'a vu dans notre chat, dans la discussion là, ça peut donner libre cours à des expressions, pas toujours, donc on doit évidemment éliminer. Là, c'est diffamatoire. Qu'est-ce qu'ils alors, ça peut se passer aussi dans une réunion, en présentiel, mais c'est quand même encore plus facile de se cacher, je dirais, derrière un pseudo quand on est donc en ligne, quoi. Donc, ce sont des choses que vous avez remarquées, ou vous avez eu des remontées, vous, de vos personnes, des personnels à Capgemini là-dessus, ou... Oui, on est également engagé au sein du collectif Stop et donc dans ce cadre-là, on a fait une enquête de sondage sur le sexisme en entreprise et de voir effectivement, donc c'était très récemment, on était évidemment en télétravail majoritairement, et on voit que au travers de cette enquête et aussi d'autres retours que nous avons, alors par notamment les recours que Charles-François a cités, aussi nos RH, les référents HSS aussi, harcèlement sexuel et agissement sexiste, qui sont nommés dans l'entreprise par entité, que le sexisme prend d'autres formes. C'est-à-dire que ça peut et sexisme et les discriminations, très clairement, qu'une femme ne va pas être invitée à une réunion en ligne, on ne va pas lui donner la parole, on va lui couper la parole. Bon, ça arrive aussi dans la réunion en présentiel. Donc, et c'est ce qui a été observé aussi dans l'ensemble des entreprises du collectif Stop Us, c'est que le sexisme ne s'est pas arrêté avec la crise sanitaire. Voilà, il a pris d'autres formes. Il faut être vigilant par rapport à ça parce qu'effectivement, cette mutation peut avoir un impact sur finalement les mesures qu'on avait prises et qui ne seraient pour certaines plus efficaces ou plus utiles dans ce cas de figure. Donc, c'est effectivement un point de vigilance noté et des actions voilà, que l'on continue de mener sur des sensibilisations, des actions aussi de formation de nos managers et de nos RH. Dans ce cadre-là et je dirais d'écoute de nos collaborateurs. Je parlais du top management et de l'engagement et c'est important aussi. On a des équipes Teams de collaboratives, on en a sur l'ensemble de nos missions RSE, dont notre équipe Haute Front de France sur LGBT, dont Women at Capgemini sur la mixité, et ça nous permet effectivement d'avoir des témoignages de collaborateurs, alors qui ne sont pas anonymes cette fois et qui font état de problématiques ou d'avancées. Il y a les cas positifs comme négatifs. Et puis après, pour libérer la parole autrement, on a lancé aussi une plateforme, ça fait depuis 2019 déjà, qui s'appelle La Perle, qui permet à nos collaborateurs, donc c'est uniquement sur le réseau interne, de poster des anecdotes de situations de sexisme ou de stéréotypes et de discrimination aussi au sein de l'entreprise. Donc c'est modéré par un comité éditorial qui est composé de collaborateurs
qui souhaitent effectivement s'engager sur le sujet, et donc elles sont modérées de manière effectivement à ce qu'il n'y ait pas de diffamation de personnes nommées pour que ce soit complètement anonyme, et qui permettent de montrer qu'il existe toujours des faits de sexisme et quelle forme il prend, de progresser collectivement aussi sur le sujet et de mettre aussi en avant des rôles modèles sur l'ensemble des collaborateurs qui agissent pour la mixité, pour l'inclusion des personnes LGBT+, des personnes en situation de handicap. Voilà, donc ça permet d'avoir un premier niveau de personnes qui ne vont peut-être pas aller vers un interlocuteur dédié, voilà, par peur du jugement, de ne pas être effectivement même bien reçu dans leur message, pas cru, et d'avoir un premier niveau de libération de parole, et ce qui permet, on l'a vu, de déclencher plus d'alertes derrière. Et là, aujourd'hui, depuis un peu plus de 2 ans que maintenant cette plateforme a été lancée, on voit qu'il y a une décrue du nombre d'alertes et de cas remontés, ce qui peut être le signal que effectivement les gens suivent le dispositif et arrivent à prendre conscience des problématiques qui peuvent se présenter au quotidien et de les régler entre équipes avec le manager, avec les RH. Anne-Lise Savard, je suppose que la haine sur Internet, c'est une préoccupation. Oui, c'est une préoccupation majeure parce que c'est un problème quantitativement énorme avec un cadre juridique inadapté parce que la dernière loi sur le sujet date des années 2000, donc il n'y avait même pas les réseaux sociaux en place. Comme vous le savez, la dernière loi Avia, donc, qui date de l'année dernière, a été majoritairement censurée par le Conseil constitutionnel parce que considérant qu'il y avait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Donc il y a un très difficile équilibre à trouver entre la lutte contre la haine et la protection de la liberté d'expression face à des multinationales américaines qui sont puissantes et qui ne répondent pas forcément à notre cadre juridique à nous. Par exemple, la liberté d'expression est absolue aux États-Unis. Le problème aussi, c'est que, et vous le disiez tout à l'heure, qu'il peut y avoir, sous couvert d'anonymat ou de pseudonymat, des commentaires injurieux, etc. Effectivement, l'impression d'une impunité et l'oubli que le cadre juridique s'applique aussi à Internet, et que là, par exemple, si je tiens un propos injurieux, une provocation à la haine, c'est aussi public que si je le disais dans la rue ou au micro à une manifestation. Et ça, on l'oublie souvent, donc c'est pour les auteurs, mais aussi pour les victimes, pour leur dire qu'il y a aussi du coup des recours possibles. Il y a la rose du ministère de l'Intérieur qui permet de signaler ces dires-là, et finalement il faut porter plainte. Nous, au niveau de la DILCRA, on signale les faits qui nous sont remontés au procureur de la République, mais voilà, il y a des quantités qui donnent l'impression de vider l'océan à la petite cuillère, malheureusement, parce que en fait, ce qu'il faut, c'est aussi des hébergeurs à un moment qui soient contraints à une modération beaucoup plus efficace. Donc effectivement, la haine en ligne pose de nouveaux défis que nous prenons à bras le corps, et l'Union européenne va s'en saisir, parce qu'il y a un projet de directive sur le sujet. Donc c'est plus l'État français, mais au niveau de l'Union européenne, en espérant davantage faire le poids sur ce sujet-là. Merci. C'est un long thème sur lequel on pourrait rester beaucoup de temps. Je vais garder le mot d'équilibre, qui est finalement qu'on retrouve aussi par rapport à ce que tu avais dit aussi, Agnès de Lépine tout à l'heure, cet équilibre entre le jugement et le respect de l'autre, tout en n'étant pas obligatoirement d'accord avec ses valeurs, mais ce respect de l'un à l'autre. Et on le retrouve là aussi sur Internet, comment faire cet équilibre entre être garant de la liberté d'expression, laisser cette liberté d'expression tout en ne permettant pas non plus la diffamation. Alors justement, on va arriver sur cette dernière partie, on arrive à peu près à la fin de notre table ronde, et donc je vais vous donner la parole à chacun pour un peu parler. Alors je l'appelais Agir 3.0, puisque je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, qu'est-ce que ça serait cet Agir 3.0, si, sachant on l'a déjà dit, il y a beaucoup qui ont déjà été faits, qui sont en train de faire. Vous avez cité les actions que font vos différentes entreprises, les différentes associations. C'est vraiment très important. On voit qu'il y a de l'engagement. Mais finalement, comment imprimer une vraie accélération
et puis peut-être comment trouver d'autres angles d'attaque finalement par rapport à cette thématique. Alors, Lies avait peut-être une proposition ou en tout cas un angle d'attaque. Alors moi, j'avais une question, c'était sur quelque chose qui est de plus en plus répandu dans le monde anglo-saxon. Du coup, on voit que de plus en plus les pronoms sont choisis par les personnes. Donc les personnes demandent à ce que leurs pronoms soient choisis en fonction de leur identité de genre. Et notamment, on voit sur la littérature anglo-saxonne des pronoms non genrés. Donc comme en français, on a Yel, qui n'est pas forcément beaucoup utilisé, mais que de nombreuses personnes aimeraient que l'on utilise pour eux. Et du coup, j'aimerais savoir si, selon vous, des personnes qui affirment cette identité en demandant à ce qu'on utilise ces pronoms ne risquent pas d'être discriminées un peu plus, faire cette affirmation de soi-même en demandant l'utilisation de ces pronoms. Est-ce que ça peut être mal vu? Est-ce que c'est préjudiciable dans le monde du travail? Donc, je vous pose la question pour un peu parce que c'est une question qui m'a été posée aussi, donc voilà. Donc je vous demande à vous. Est-ce que c'est une bonne mauvaise, bonne ou une bonne solution? Qui est-ce qui, Charles-François peut-être ou... Moi, je pense que, je sais pas s'il y a des personnes autour de la table qui utilisent du coup ces pronoms-là. Moi, je le vois du coup sur LinkedIn souvent des personnes qui mettent he, or she, il, elle, etc. Est-ce qu'elles prennent le risque d'être discriminées si elles ont affaire à des personnes en face d'elles qui ne sont qui savent pas ce que ça veut dire, pourquoi elles font ça, il va potentiellement avoir un acte de rejet. Et donc moi ce que j'invite les gens à faire là-dessus, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la personne du coup ressent ce besoin-là du coup d'exprimer son genre par un pronom. Là-dessus, il faut faire preuve de bienveillance. Et pareil, en fait, c'est qu'on remarque souvent que l'agressivité, la violence vient aussi de ce qu'on ne connaît pas. Donc poser des questions aux personnes de façon bienveillante, demander-leur pourquoi elles font ça, et engager la discussion avec elles. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de recommandations. Après, est-ce que c'est un phénomène du coup qui grandit beaucoup du coup dans l'entreprise? Je ne saurais pas vous dire concrètement. Peut-être que Sandrine aura plus d'informations là-dessus, mais voilà ce que je peux vous dire moi de mon côté. Alors j'aimerais qu'on puisse parler un tout petit peu quand même, Agnès, tu m'en as pas mal parlé, de l'innovation inclusive, qui peut être aussi une autre approche. Oui, dans le 3.0, concrètement sur le handicap, moi je crois beaucoup aux questions d'accessibilité numérique et plus globalement à l'innovation inclusive. Et typiquement, puisqu'on s'adresse à une école d'ingénieurs là, je pense que ça ferait partie, former nos futurs ingénieurs à cette notion d'innovation inclusive et d'accessibilité numérique pour que demain dans l'entreprise, quand ils conçoivent un produit, ils le pensent tout de suite inclusif. C'est une façon de travailler sur l'intégration et l'insertion des personnes en situation de handicap. Pour la petite histoire, il y a tout un tas de technologies qui ont été créées au départ par des personnes en situation de handicap et qu'on utilise tous aujourd'hui sans le savoir. Par exemple, la télécommande, elle a été inventée par le frère d'un tétraplégique qui en avait assez de se lever et d'aller changer les chaînes. Aujourd'hui, qui se passe d'une télécommande? De la même façon, le limitateur de vitesse dans toutes les voitures, qui était maintenant une option, devient courant. Ça a été inventé par quelqu'un qui avait des problèmes musculaires dans la jambe et qui ne pouvait pas maintenir son pied appuyé sur l'accélérateur. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on travaille sur
en essayant d'adapter nos façons de faire, notre pédagogie parfois dans les cours, ou notre environnement de travail, en essayant de répondre aux besoins d'un plus fragile, en fait, on s'aperçoit que ça sert à tout le monde. Je prends un autre exemple. Dans une école d'enseignement supérieur, il y avait un malentendant et un professeur avait décidé, pour essayer de faciliter l'apprentissage, de lui envoyer les cours à l'avance. Mais au lieu de l'envoyer uniquement à cette personne, il a décidé de l'envoyer à tous les élèves de la classe pour éviter une discrimination positive dans l'autre sens. Il s'est aperçu, en faisant ça, qu'en fait, il allait beaucoup plus loin dans le contenu du cours pour l'ensemble des étudiants en ayant pris cette décision qui, au départ, ne devait aider qu'une personne malentendante pour l'aider à lire son cours en avance. Et donc, je pense que vraiment sur cette innovation inclusive, je pense que si on est capé, excusez-moi l'expression, mais conception inclusive dès le départ, très concrètement, ça peut agir sur l'insertion des personnes en situation de handicap. Et enfin, je dirais aussi que je parlais tout à l'heure de cet équilibre. On travaille sur des sujets, tous là, sur tous ceux qui sont autour de la table, hein, sur des sujets extrêmement importants qui reviennent à dire quoi? C'est le savoir-vivre ensemble. Mais le savoir-vivre ensemble, pour autant, moi, pour ma petite personne, hein, je ne m'identifie pas par mon sexe, je ne m'identifie pas par mon orientation sexuelle, je ne m'identifie pas par mon handicap, parce qu'on est tous des névrosés, hein, excusez-moi de vous le dire. Ça n'est pas ce que c'est une partie de moi, mais ça n'est que moi. Et je trouve que l'équilibre qui est compliqué à avoir dans l'enseignement supérieur et dans l'entreprise ensuite, c'est jusqu'où va-t-on dans l'introduction de la sphère privée dans le monde professionnel. Je vais le prendre à l'envers pour mieux vous expliquer ce que je veux dire. De la même façon qu'on essaye de préserver son environnement personnel sans trop venir le polluer avec notre boulot, avec nos soucis, etc. Alors qu'on en parle, évidemment, bien sûr, ça fait partie de notre vie, on y passe beaucoup de temps, mais on ne parle pas que de ça. Eh ben, l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que dans le monde professionnel, on peut se faire des amis, on peut se faire des collègues, évidemment. Mais est-ce que c'est la place? Je trouve que cet équilibre, il est important à trouver. Voilà. Et pour illustrer ça encore une dernière fois, c'est que on a tous nos biais cognitifs, c'est normal. L'important, c'est de les prendre en considération et de savoir ce qu'on en fait. D'avoir des préjugés, des stéréotypes, oui, et on ne va pas les gommer. Mais la question, c'est de conscience et de savoir qu'est-ce qu'on en fait pour le mieux vivre ensemble, encore une fois. Et dernière illustration, on adapte nos codes vestimentaires, on adapte nos codes tout court, tous les jours de notre vie, entre la sphère familiale. Je ne me comporte pas pareil dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle, dans une salle de sport ou dans un dîner de gala. J'adapte ma tenue et j'adapte même ma façon de parler. Et c'est tout à fait normal. Et donc, comme quoi, cet équilibre, encore une fois, il est à trouver en chacun et en fonction de ce qu'on accepte de sa personne, de capable de dire. Encore une fois, le but. Nous t'avons perdu. On n'entend plus. Ouais, nous t'avons perdu, Agnès. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Si on du retrouve... coup, si je peux rebondir. Ouais. Du coup, comment est-ce qu'on accélère du coup l'inclusion, notamment sur la partie orientation sexuelle et identité de genre? Moi, je crois beaucoup à l'éducation et je pense que ça doit se passer dès l'école. Si on prend par exemple l'enseignement supérieur, il faut absolument que les établissements d'enseignement supérieur transfèrent la compétence du collaborateur, collaboratrice, manager, manageuse, inclusif, bienveillant de demain. Aujourd'hui, on a des employeurs qui s'engagent, qui mettent en place des actions, qui signent notre charte d'engagement LGBT+. Ces employeurs-là s'attendent
à ce que les établissements d'enseignement supérieur forment du coup leurs futures collaboratrices et collaborateurs à être des personnes inclusives au travail. Donc ça, c'est très important, et c'est en ce sens-là que on a monté un projet, donc l'autre cercle avec le CAELIF et la FAGE, de charte d'engagement LGBT+ de l'enseignement supérieur, pour que un établissement d'enseignement supérieur qui signe du coup notre charte s'engage auprès de son personnel administratif, mais également auprès de ses enseignants et de ses étudiants. Et ce que je pourrais dire au niveau des étudiants, il est très important, voilà, que dès l'école, on soit bienveillant, on apprenne à respecter la différence de l'autre, et surtout à ne pas accepter des comportements discriminatoires. C'est vrai que là, nous, à l'autre cercle, on va parler du prisme identité de genre et orientation sexuelle, mais en gros, là, tous et toutes autour de la table, on a le même combat. On veut avoir affaire du coup à des gens qui sont bienveillants, peu importe voilà la situation de égalité femmes-hommes, handicap, religion, orientation sexuelle et identité de genre. Et surtout, voilà, ne tolérez pas, si vous avez par exemple dans une classe des personnes qui ont des comportements sexistes, LGBT-phobes, racistes, parlez. C'est hyper important de ne jamais laisser passer la moindre discrimination, parce que toutes les discriminations qui vont avoir lieu dans l'enseignement supérieur, ce sont des discriminations ensuite, si elles ne sont pas traitées, qui vont avoir lieu aussi dans le monde du travail. Donc vraiment, soyez vigilants en tant qu'étudiants là-dessus. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Et surtout, et au niveau des employeurs, quand vous êtes étudiant, n'hésitez pas aussi à rejoindre les employeurs où vous savez que vous serez bien accueillis, peu importe votre identité de genre ou orientation sexuelle. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. En tant qu'enseignement, établissement d'enseignement supérieur, on a de retenir ces recommandations et puis peut-être signer la charte. Avec plaisir. On se reverra sans doute là-dessus. D'autres remarques pour finir? Dernier mot? Alors, je vais le faire peut-être. Alors, du coup, en synthèse, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Et puis, je retiens cet aspect bien sûr, d'éducation, puisqu'on est dans l'enseignement supérieur, et de manager inclusif et responsable, manager, mais aussi collègue, finalement, déjà, mais aussi manager, puisque vous en avez parlé, un top-bottom, bottom-up, dans les deux sens, et donc du transversal. Notre objectif, en effet, est bien de créer une culture de l'inclusion de façon globale. Je pense que c'est ce que l'on a partagé ce soir, pour ce bien-être de tout le monde, pour permettre à tout le monde de se développer de façon personnelle et professionnelle. Et c'est dans notre mission de l'établissement, d'ailleurs. Donc, on vous rejoint aussi sur cet aspect-là, pour permettre à chacun de développer son potentiel sans crainte, avec cette sécurité qui permet justement de se focaliser et de donner toute l'énergie que l'on peut, tout son talent pour le lieu de son travail ou ses projets, bien sûr, personnels. Je crois qu'on va retenir le mot équilibre quand même, on l'a répété plusieurs fois, et sur tout ce qui est au niveau on a peu parlé, mais ça a été évoqué, les stéréotypes et ces biais cognitifs. Alors, sur les stéréotypes, je pense qu'on peut quand même les lutter et combattre sur ces stéréotypes. Par contre, en effet, je rejoins Agnès sur le fait qu'on a des biais cognitifs qui sont clairement conscients ou inconscients, en tout cas, voilà, on vit dans une culture, on a des expériences personnelles. On va pas échapper à ça et c'est pas l'objet. Donc, on a ces biais et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Comment être conscient de ces biais et de pouvoir non pas les combattre complètement, mais faire quelque chose avec de positif, vraiment de les transformer en quelque chose de positif.
c'est là aussi tout un état d'esprit d'équilibre. Et j'ajouterais simplement que l'école œuvre en fait aussi au niveau de tout ce qui est de la dynamique relationnelle, c'est-à-dire comment en fait finalement prendre conscience de ses émotions, prendre conscience finalement de ses réactions qui sont souvent des fois un peu trop sur le qui-vive en temps réel, on dirait quand on est ingénieur, et qui finalement demande des fois à être beaucoup plus posé et surtout d'écouter l'autre. Donc donner cette place à écouter l'autre avant peut-être de s'exclamer ou de réagir pour pouvoir après poser finalement son message. On ne demande pas en écoutant de s'effacer, mais bien de rejoindre l'autre dans ce qu'il est en train de dire et de pouvoir poser son message, puisqu'on peut avoir en effet une opinion différente de l'autre, c'est pas interdit, bien entendu. Donc en fait, jouer sur cet équilibre et l'écoute vient entrer et de façon assez importante dans cette dynamique relationnelle, et on a des ateliers qui sont proposés à nos jeunes et que je les invite à y participer dans leur parcours à l'NCA, donc qui dure 3 ans. Merci beaucoup, merci pour cette introduction à cette quinzaine de l'inclusion, avec un programme qui va donc continuer pour nous, avec des ateliers, dont un atelier sur l'effet Mathilda, que je laisserai découvrir nos jeunes, hein, c'est sur l'invisibilité des femmes, en particulier dans ce secteur des sciences qui est le nôtre. Des ateliers de recherche d'emploi aussi, et avec nos entreprises partenaires, on va refaire aussi une table ronde, et puis des mises en avant de personnalités, et puis n'oublions pas toutes les interventions de nos étudiants qui ont prévu des événements, des concours de poétrie, d'haïku, concours d'art aussi, de playlists de musique, etc., etc. Ça va être une quinzaine qui va être riche en événements. Pas tous évidemment sur site, certains à distance, mais nous allons essayer de profiter au mieux de la situation. Merci encore beaucoup pour vos interventions, merci pour la richesse. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, donc nous avons enregistré, donc nous pourrons redonner cette table ronde en asynchrone. Bonne soirée à tous. Très bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.